bienvenue à ce webinaire sur la traçabilité des données de conception système sous Confluence. Donc, je vais co-présenter avec Thierry Roudier. Donc, nous allons commencer tout de suite par, après je voudrais brièvement brosser le plan de la présentation par nous présenter, après quoi nous enchaînerons sur la présentation. Donc, dans cette présentation, on va commencer par un petit rappel sur les besoins d'ingénierie des systèmes, pour bien comprendre dans quel contexte on souhaite apporter des services. Nous décrirons dans les grandes lignes les fonctionnalités de la plateforme Atlassian, donc notamment des outils Jira et Confluence. Puis deux chapitres plus précisément sur notre solution, avec déjà ses principes, et puis des petites vidéos de démonstration pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et nous terminons par notre offre de service. Donc, tout d'abord, en quelques mots, donc ADN, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc c'est une société qui a donc près de 30 ans d'existence, présente à Paris et à Lyon, et qui est composée de 4 centres de compétences. Alors, deux centres à qualité et réalisation qui sont donc les centres historiques qui sont donc tournés vers les métiers, la pharmacie et les dispositifs médicaux. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est essentiellement donc ADN a un centre, donc ingénierie système que je dirige, puis un centre agilité, donc ingénierie système où on va aider nos clients donc à mettre en place les bonnes pratiques et les outils pour supporter les processus d'ingénierie système, et le centre agilité qui est donc complémentaire, qui a développé donc des compétences sur la plateforme Atlassian, notamment donc Jira, Confluence, et des capacités sur lesquelles nous reviendrons de vous aider à déployer, administrer, configurer ces outils pour votre usage. Donc, je laisse la parole à Thierry pour présenter donc TRTech. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Thierry Roudier et donc en fait TRTech est une compagnie basée au Canada, une petite société de services sur deux compétences, modélisation et simulation numérique. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui plus, ingénierie système et ingénierie des exigences, avec la formation, le déploiement de solutions, le suivi au niveau de la traçabilité, etc. Donc, c'est ça, nous travaillons principalement au Canada, mais on a aussi des activités en Europe et puis en Asie un petit peu. Voilà, donc comme quoi nous couvrons le monde entier ou presque. Donc, j'enchaîne donc avec l'introduction pour le rappel du contexte dans lequel se situe notre offre de service. Donc, l'ingénierie système, pour préciser ce qu'on entend, donc c'est donc une approche dont ce qui est important, c'est qu'elle est interdisciplinaire, donc elle cherche à faire collaborer des métiers assez différents en partant de ceux qui vont exprimer le besoin, les responsables marketing ou des clients, et puis faire collaborer des responsables mécaniques, électroniques, logiciels, donc pour réaliser donc toutes ces activités de conception et de validation de systèmes, notamment de systèmes complexes. Et donc, la notion d'indépendance et d'interopérabilité qui s'appuie sur des outils et de technologies variées, c'est vraiment ce que vivent toutes les organisations qui doivent développer des systèmes complexes. Et donc, on a à la fois donc des acteurs hétérogènes, mais aussi pour que ça se passe bien, pour qu'on ait un résultat qui soit conforme aux attentes. Il y a un besoin fort de collaboration entre des populations hétérogènes. Donc, on observe depuis les années 80 avec de systèmes de plus en plus complexes, notamment avec l'arrivée de plus en plus d'électronique et de logiciels, un virage donc qui a d'abord consisté donc à mieux supporter donc le fait de faire travailler ensemble des personnes avec des compétences différentes, et de plus en plus donc pour répondre aux besoins de time to market, et de pouvoir mettre sur le marché des systèmes dans des temps de plus en plus courts. Donc, un aspect collaboratif qui tend aussi à utiliser des bonnes pratiques, des méthodes agiles. Donc, ça, c'est une tendance lourde que beaucoup de monde constate et partage.
Or, donc c'est, comme je le disais déjà un petit peu en introduction, donc un projet d'ingénierie système, ça va conduire à faire collaborer dans des rôles avec des compétences très différentes et qui doivent donc se parler pour travailler de manière efficace, et chacun a des besoins bien différents. Donc là, c'est pour quelques petits exemples qui ne sont pas évidemment limitatifs. Le marketing, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si tous les besoins qu'il a exprimés sont pris en compte et comment ils le sont pour vérifier qu'on a bien compris ce qu'il voulait, qu'il n'y a pas eu de mauvaise interprétation de ce qu'il avait en tête. L'ingénieur de sûreté de fonctionnement, lui, qui aura fait les analyses de risque, lui, ce qui a intéressé, c'est de savoir si tous les risques, et notamment les mesures d'atténuation de ces risques sont bien pris en compte. Le responsable système, donc qui gère le système dans son ensemble, il va vouloir vérifier que les responsables des différents domaines, donc par exemple mécanique, électronique, logiciel, ont bien pris en compte les exigences d'entrée et que là aussi ils ont bien comprises et bien traduites. Et puis le responsable V&D, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il doit tester, donc à quel niveau système, niveau mécanique, logiciel, etc. Et puis il peut se poser des questions plus précises là, une fois qu'il a compris ce qu'il devait tester, c'est de pouvoir vérifier facilement où en est l'avancement de cette campagne. Donc, au travers de ces quelques exemples, il y en a bien d'autres analogues, donc on voit que chacun a une vue différente sur le projet de développement du système. Et pour répondre donc à ces différents besoins, donc ce qui se passe le plus souvent, c'est que chacun va utiliser les outils qui sont le plus efficaces pour son activité, mais dont on va voir qu'ils peuvent poser des problèmes pour la collaboration. Donc, par exemple, l'équipe marketing, eux, ils sont très bien avec PowerPoint, ils auraient bien exprimé leurs besoins avec cet outil. L'ingénieur safety, il a concocté un très beau template Excel et sur lequel il a mis du temps à composer toutes ces formules et il n'est pas prêt de le lâcher. L'ingénieur mécanique, lui, va utiliser son outil de conception 3D, donc par exemple SolidWorks, auquel il se sent à l'aise. Et puis l'ingénieur logiciel, par exemple, lui, il a trouvé Jira, et pour gérer donc ses sprints agiles, ses différentes releases, il a son environnement de développement qui lui convient tout à fait. Par contre, donc pour arriver à faire travailler tout ce petit monde ensemble, il y a besoin de pouvoir disposer d'une plateforme qui va permettre de faire collaborer toutes ces personnes, donc à la fois hétérogènes et qui ont des besoins, des outils différents. Et donc, en résumé, donc les services essentiels d'une plateforme collaborative, telle qu'on cherche à la proposer, c'est de pouvoir justement de partager les données, et notamment en s'affranchissant des outils sources et leurs licences. Quand je suis responsable système, dans l'exemple que je donnais, donc j'ai besoin d'avoir une visibilité sur ce que fait l'ingénieur mécanique dans son SolidWorks, mais je n'ai pas forcément envie d'avoir besoin d'acheter une licence SolidWorks pour aller le voir. Donc pouvoir avoir une vue sur les données mécaniques, mais sans avoir besoin d'apprendre le détail du fonctionnement d'un outil qui m'est plutôt étranger. J'ai besoin aussi de pouvoir faire des analyses. Donc, tous les exemples que je donnais, par exemple, on en verra quelques autres là, dans la démonstration, ça va nécessiter de pouvoir analyser donc, ces données qui viennent de ces différentes sources. Dans l'exemple que j'ai donné, PowerPoint, Excel, Jira, SolidWorks, pour pouvoir interroger, donc en franchissant la barrière des outils, pouvoir faire une requête comme si tout était dans une même base de données dans laquelle je puisse naviguer pour notamment faire des analyses d'impact quand le marketing change d'avis sur un besoin, qu'on puisse très rapidement voir tous les impacts jusqu'au niveau mécanique, électronique, logiciel, ne rien rater et savoir bien évaluer le coût que ça va avoir. Mais aussi donc faire toutes les vérifications. Donc par exemple les exemples que je donnais sur l'ingénieur safety qui veut vérifier comment sont pris, est-ce que tous les risques qu'il a identifiés sont bien pris en compte et comment ils sont pris en compte. Donc ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire en évitant que chacun ait à se confronter à
la diversité des outils de ses partenaires sur le projet. Et puis pour donc le responsable projet aussi qui lui a besoin d'avoir un suivi de l'avancement, donc pouvoir avoir un tableau de bord de pilotage de manière aisée, donc toujours à jour par rapport aux données qui sont mises à jour dans les différents environnements. Et puis aussi avoir des services on s'est habitué qui sont tout ce qui est discussion, pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas forcément tous sur le même site. Là, c'est des choses qui vont permettre de collaborer de manière efficace, de manière plus efficace en tout cas qu'avec des échanges de mails. Si déjà, dans les grandes lignes, la plateforme Atlassian, elle, ce qu'elle va, donc pour ceux qui la connaîtraient pas, donc elle est composée d'un certain nombre d'outils qui sont très bien intégrés les uns avec les autres. Donc, notamment donc les deux premiers là qu'on va détailler aujourd'hui, Jira Software, qui est donc très bien adapté à la gestion de projets agiles avec donc des vues Kanban, pour pouvoir organiser les tâches dans les équipes. Confluence qui va être un espace partagé d'informations de type documentaire, wiki à l'origine qui va me permettre donc de détailler les fonctionnalités, capitaliser sur toutes les données projet. Donc il y a aussi d'autres outils aussi très bien intégrés. Donc pour les développeurs logiciels, donc Bitbucket, gestion de code source qui va permettre donc bien intégrer à Jira où je vais pouvoir donc définir les tâches par rapport à quelle tâche je développe mon code et puis donc gérer l'intégration continue, livraison continue. Et il y a aussi donc très bien connecté à cet environnement des solutions de type ITSM, notamment gérer service management. Donc là, on aura d'autres webinaires sur ce sujet, mais pour l'instant, ce ne sera pas le programme d'aujourd'hui. Donc, tous ces outils offrent une interface web. Ils sont tous disponibles en SaaS, donc un déploiement et une administration très simplifiée. Et il y a une marketplace qui est très active. Il y a énormément de plugins qui permettent de donner des colorations très utile pour supporter un grand nombre des activités qu'on a sur un projet, notamment pour la gestion de thèse, gestion d'exigences. Qui zoome sur d'abord Confluence, puis après on verra Jira. Donc c'est un outil qui va nous permettre donc d'organiser notre documentation sous forme donc d'espace. Donc typiquement pour chaque projet va avoir son espace et à l'intérieur donc des pages web qu'on va pouvoir écrire. Donc là, on a des exemples, on a mis des exigences, des tests, mais ça peut être vraiment tout type d'informations avec possibilité de gérer du versionning de ces pages et des publications, à savoir les pages qui sont actives, pas actives, gérer les anciennes versions, savoir à tout moment donc qu'est-ce qui est l'information qui est à jour. On a possibilité de gérer des modèles, des templates de pages, comme on aurait des templates Word. Et on peut donc travailler à plusieurs en simultané sur une même page. Et on a possibilité, donc pour les informations, dans certains domaines, ça peut être important de pouvoir avoir une validation sous forme de signature électronique. Donc, il existe notamment des plugins pour pouvoir signer électroniquement des pages. Voilà, ici un petit exemple de structuration de page pour un projet. Donc, enfin, quelques utilisations typiques. Donc, toutes les données projet, le parcours d'intégration dans l'équipe, tout ce qu'il faut savoir, partager des actualités, les comptes rendus de réunion, là qu'on va plutôt que les avoir dans des mails, pouvoir les centraliser dans un endroit bien défini de l'espace Confluence associé à un projet. On va pouvoir gérer des bases de connaissances là qui sont même cross-projet pour pouvoir que tous les projets vont pouvoir utiliser et puis donc stocker des documents à la fois internes mais aussi qu'on soit de l'extérieur. Donc vraiment avoir une base qui permet pour un projet donné de pouvoir accéder très facilement à toute l'information utile avec des fonctions de recherche très efficaces qui sont
beaucoup plus efficace que ce qu'on peut avoir sur un explorateur Windows. Aussi, tout ce qui est gestion de fil de discussion, donc comme je disais, pour éviter d'avoir dispersé dans plein de mails toutes les discussions qui sont utiles pour un projet. Donc ça, en Confluence, ça va nous permettre de centraliser tout ça et de mémoriser tout ça pour le retrouver donc très facilement. Puis donc la possibilité d'envoyer des notifications sous certaines conditions de mise à jour de page, par exemple. Donc un petit résumé, bon, ce que vous trouvez sur le site Atlassian, mais qui est la réalité, hein, c'est de passer d'un état où on échange beaucoup par mail et on ne sait jamais où est la vraie information, à quelque chose de beaucoup plus ordonné, de plus structuré, où tout passe par Confluence, donc avec facilité pour retrouver a posteriori toutes ces informations liées à la vie d'un projet. Jira, donc l'outil lui donc de gestion agile, hein, c'est ce qui va nous permettre donc de gérer toutes les activités d'un projet agile, hein, donc nos épiques, nos user stories, nos tâches, etc., qu'on va pouvoir allouer aux différents intervenants du projet. On a une possibilité donc très facilement il existe un certain nombre de types d'objets en standard, mais on peut très facilement, soit sous forme de plugin, soit directement se créer des types d'objets spécifiques à ajouter donc soit sur les types existants ou sur nos types personnalisés, tous les types d'informations qui nous semblent pertinentes. On va pouvoir, donc ce qui est très intéressant, c'est pouvoir établir des liens de navigation entre tous ces objets, donc ce qui sera très utile pour la traçabilité. On a des workflows où on peut même intégrer la signature électronique, hein, comme c'est indiqué en bas, qui vont permettre qu'on va pouvoir personnaliser, donc avec toutes les étapes qu'on souhaite, hein, pour valider un document, une demande de changement, etc. Toutes les étapes qu'on veut forcer dans le cycle de vie de nos données. Et puis donc, c'est intéressant aussi, comme dans toute base de données, vraiment une gestion fine des droits d'accès. Donc, il y a le droit de lire, d'écrire, de faire une transition sur les données qui sont gérées dans la plateforme. Et puis donc, on voit donc une vue donc très pratique, donc très connue des gestionnaires de projets agiles, les vues de type Kanban pour savoir où en sont les différentes activités liées au développement d'un système. On a donc aussi avec Jira une possibilité en standard qu'on peut aussi enrichir, c'est d'avoir des vues de type tableau de bord, soit de type synthétique, hein, sous forme de métrique ou sous forme de tableau avec un peu plus de détails, hein, pour voir par exemple les tâches qui sont en cours, enfin les tâches par état ou un détail de tâches ou de tests ou d'exigences. Voilà pour en résumé, hein, sur ce que permet de faire Jira et Confluence. Donc là, je vais passer la parole à Thierry pour vous présenter maintenant les principes de la solution donc qu'on propose d'intégrer dans cet environnement Atlassian. Merci François. Donc oui, c'est ça. Donc là, on va parler plus dans le détail de la solution elle-même. Comme disait François précédemment, en fait, on va évoluer dans un environnement collaboratif qui est celui d'Atlassian avec Jira et Confluence. Et ce qu'on voulait offrir en fait ici, c'est une ouverture vers l'extérieur. Okay, une ouverture vers l'extérieur sur la gestion de projets de traçabilité qui nous permettrait de nous connecter à différents niveaux de données externes, que ce soit au niveau mécanique, design électronique, etc. Donc, d'un point de vue utilisateur, ce que l'on va voir finalement, ça va être des pages Confluence, des tableaux de bord qui vont nous donner en fait des informations sur notre traçabilité. Donc, toute la mécanique qui est derrière est complètement transparente pour l'utilisateur. Et au final, en fait, on va partager des documents Confluence entre les différents utilisateurs pour vérifier différents, je dirais, résultats, analyses de la traçabilité, que ce soit des analyses d'impact, que ce soit des matrices de traçabilité, des matrices de test, ou encore aussi savoir si les règles de traçabilité ont bien été suivies
donc aller plus dans le détail. Comme on le voit ici, à droite, on voit ici une matrice de traçabilité entre deux niveaux. C'est un niveau, par exemple, sur la colonne, en fait, on a les différents system requirements et sur les lignes, on a les différents exigences clients. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de présenter en anglais qu'en français, donc j'ai plus les mots anglais qui viennent. Donc, et sur la gauche, en fait, on a toute la partie analyse avec des résultats de calcul, avec une image globale du projet. Par exemple, ici, on a 3 niveaux de traçabilité sur lesquels, en fait, on vient poser les différents résultats en termes de traçabilité, donc les ratios de traçabilité, que ce soit en amont ou en aval. Donc là, on peut fournir à la fois des informations de traçabilité qui soient unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Et puis, en dessous de ça, en fait, on a les graphes qui nous permettent aussi de résumer entre deux niveaux de traçabilité les taux de couverture qui soient descendants ou montants. Voilà. Tu peux passer à la diapositive, s'il te plaît. Merci. Donc ici, là, on va parler plus de la technique. Comme je vous disais, c'est complètement transparent à l'utilisateur. Donc ce que voit l'utilisateur, c'est le point 3 à droite, avec les différents éléments du tableau de bord du document Confluence. Donc avec des analyses dédiées, des métriques sur les différentes mesures, des KPI, donc avec du gap analysis, des analyses au niveau des couvertures de tests, savoir si le nombre de tests qui ont été échoués, qui n'ont pas été exécutés ou qui ont été passés de manière globale, etc. Donc, on joue à la fois avec les éléments de traçabilité et puis des attributs, des tags en fait qui proviennent en fait de ce que l'on a mesuré par la gauche. Donc, en fait, si on reprend le processus, au départ, en fait, l'utilisateur, les différents, je dirais, participants au projet de traçabilité, vont en fait tout d'abord évoluer dans leur environnement natif de conception ou de spécification. Donc, on peut avoir des bases de données type Integrity ou Jama Software pour définir les exigences, par exemple. Et puis après, au niveau de ce qui est traçabilité, au niveau du design, par exemple, au niveau de l'architecture logicielle, on peut avoir l'utilisation d'Enterprise Architect ou encore des outils comme Rhapsody. D'un côté, après, du design plus mécanique ou électronique. Électronique, on peut avoir du MATLAB Simulink, par exemple. Mécanique, on peut avoir du SolidWorks. Au niveau logiciel, quand on commence au niveau conception aussi, on va parler de Jira, probablement. Et puis, au niveau implémentation, c'est C++. Okay. Donc, tous ces outils-là, en fait, sont dans lesquels évoluent les différents participants de votre projet de traçabilité, que ce soit au niveau design, au niveau test, au niveau spécification. Ensuite, après, il y a toute une mécanique derrière, en point numéro 2, qui va nous permettre, en fait, d'aller chercher, d'aller importer cette information, faire les calculs. Donc, on utilise des outils connus, comme Rectify, de Dassault Systèmes, par exemple, qui nous permettent, en fait, de générer des bases de données dans lesquelles, en fait, on va exporter ensuite l'information dans Confluence. De manière plus globale, en fait, c'est Confluence qui va aller demander des informations dans cette base de données suivant ce que l'utilisateur final aura voulu afficher dans son document Confluence, une matrice de traçabilité ou quoi que ce soit. Donc, toute la mécanique, en fait, derrière, est basée sur des outils déjà connus, des outils en cours de développement aussi. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une automatisation de ce processus afin d'ouvrir la collaboration, en fait, et la traçabilité des exigences, non seulement à l'environnement Atlassian, mais en plus à des environnements natifs utilisés par les différents, comme je disais, participants à la traçabilité. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Donc, les bénéfices de tout ça, forcément, c'est une solution collaborative au départ, hein, ce qu'on voulait, et puis abordable. C'est vrai qu'avec l'environnement Jira, Confluence, on a une solution qui est facile à mettre en place et qui est abordable aussi d'un point de vue financier. C'est une solution qui est ouverte, donc évolutive suivant les besoins de nos clients. Donc, avec les différents types de logiciels connectés, hein, on a vu précédemment qu'on avait déjà des outils déjà connectés qu'on utilise à travers d'autres outils qui permettent d'apporter les données. Aujourd'hui, on a quand même plus de 80 interfaces, par exemple, avec le logiciel Rectify, ce qui est relativement
important. En termes d'évolution, on peut faire évoluer le nombre de projets. On n'est pas spécifique à un projet donné. On peut faire évoluer le nombre d'utilisateurs. On peut faire évoluer, donc, comme je disais, le nombre de logiciels connectés. Le processus, donc toujours dans un esprit d'ouverture, le processus de capture, donc, qui permet d'aller chercher les informations natives, est complètement configurable et adaptable suivant les besoins. Donc, suivant le choix de logiciel que vous avez fait au niveau de la capture des informations par la traçabilité, mais aussi suivant la configuration que vous avez dans vos documents. Il est clair qu'un ingénieur en mécanique dans SolidWorks ne va peut-être pas taguer de la même façon, on ne va peut-être pas taguer dans une première entreprise de la même façon nos artefacts de traçabilité pour un projet ou pour un autre, dans une entreprise ou dans une autre. On a des règles différentes suivant des règles corporatives ou des règles par projet au niveau de traçabilité. Donc, et la création, donc d'un point de vue après des résultats et tout ça, la création de documents et des tableaux de bord est complètement personnalisable. On va le voir tout à l'heure dans la démonstration. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je parlais des logiciels connectés. Et puis, on fonctionne aussi avec un large volume de données. Donc, les outils comme Rectify, par exemple, ont été testés avec des larges volumes de données. Donc, on est capable d'aller chercher des milliers d'artefacts de traçabilité et d'aller résumer l'information sous forme de graphes dans notre environnement Confluence. Voilà, donc voilà. J'espère que nous avons suscité de l'attente. Maintenant, on va voir ce que permet notre solution. Donc là, dans l'exemple qu'on va présenter, donc on a des besoins marketing qui sont dans un fichier PDF, des exigences système dans un document Word, des exigences logicielles dans Jira, des exigences mécaniques dans SolidWorks et puis des fichiers de test sous Excel, donc pour avoir un petit échantillonnage représentatif des outils assez couramment utilisés sur les projets d'ingénierie système. Les données, alors pour rebondir sur la notion d'artefacts, de tagage dont parlait Thierry, donc c'est illustré sur quelques exemples qui ne sont qu'une manière de faire. Et comme disait Thierry, donc on est capable de s'adapter au format que vous donnerez dans vos documents. Là ici, c'est des documents Word, mais ça pourrait être on pourrait avoir le même format dans des commentaires sous SolidWorks ou dans des champs dans Jira. Donc l'essentiel, c'est d'avoir pour chaque élément, chaque grain d'information qu'on veut tracer, donc une exigence, un test, un risque, les avoir identifiés. D'avoir aussi, si on veut gérer des attributs, là, donc comme on l'a fait ici, c'est pas la seule manière, on pourrait faire d'une manière tout autre bien sûr, mais d'avoir aussi une manière de codifier ces attributs ainsi que les liens de couverture. Donc ça, c'est le prérequis d'entrée pour être capable de. Donc c'est les trois grands types d'informations qui vont être importantes pour nous, et c'est nécessaire et suffisant pour que derrière on puisse utiliser notre solution de manière efficace. Donc un autre exemple avec du Excel où on indique ici que mon test numéro 1 couvre telle exigence. Donc le principe, donc on va partir de nos documents en source dans un environnement hétérogène, donc peu propice à la collaboration, et puis donc via le mécanisme de capture qui peut s'appuyer sur des outils de capture. Qui a donné quelques exemples c'est eux qui vont être la couche d'adaptation par rapport au format source. On va dans tous les cas obtenir un graphe d'objets traçables, donc avec nos différentes sources de données qui à l'origine pouvaient être du PDF, du Excel, du Word, du Jira, du SolidWorks, du Polarion, tout ce qu'on veut. Le voir sous une forme vraiment unifiée. Donc, ce qui est important là, c'est que les traits ici que je mets, c'est pas juste du dessin, c'est que ça va vraiment être des liens navigables de manière bidirectionnelle. Donc, toutes les analyses d'impact, toutes les matrices de couverture, toutes les métriques, on va pouvoir les calculer très simplement par requêtage dans cette base de données. Donc là, on est passé d'un ensemble d'informations dans lesquelles la collaboration n'était pas naturelle à une vue qui permet de très facilement naviguer dans ces données et d'en faire tous les usages nécessaires.
Donc, suivre quelques vidéos là pour illustrer le fonctionnement. Donc, cette première vidéo, donc on monte dans Confluence, on va créer une page comme on le ferait pour n'importe quelle page Confluence, on lui donne un titre, on va mettre du texte, et puis là, on va utiliser notre macro. Donc, la solution, ça se présente sous forme d'une macro Confluence paramétrable. Et donc, il va nous permettre de sélectionner le type de graphe. Donc là, on a une liste qui est définie pour l'exemple, mais qui est tout à fait extensible et qui va nous permettre, là, par exemple, pour les projets, d'afficher le graphe de traçabilité qu'on voit ici. Donc là, on fait une petite modification pour afficher la page de manière plus lisible. Et là, donc, je vois mon graphe de traçabilité qui est prévu là, dans la prochaine version, c'est directement d'afficher les taux de couverture directement sur les flèches. Oui, c'est ça. Si je me permets, François, oui. Tout à fait. En fait, ici, après, c'est paramétrable avec la possibilité, ce qu'on disait tout à l'heure, très configurable, avec la possibilité d'afficher les taux de couverture, que ce soit unidirectionnel ou bidirectionnel. Exactement. Voilà. Donc, un autre exemple avec un autre type de rapport. Donc, le principe, le démarrage, c'est toujours le même. Bon, voilà, petite différence, c'est la même macro et on va choisir cette fois-ci donc un autre type de graphe. Donc, on lui donne a dû changer de page. Ouais, je pense que c'est la même. Ouais. Voilà. C'était le même qui redémarrait. Donc là, cette fois-ci, donc on va afficher une information de type matrice de traçabilité. Là, c'est entre marketing requirement et system requirement. Donc c'est un autre type de graphe qu'on va utiliser cette fois-ci et on va pouvoir visualiser la traçabilité sous forme là ici avec des croix. Hein, donc c'est une manière de faire. On pourrait évidemment imaginer d'autres manières de présenter la matrice de traçabilité si on a beaucoup d'éléments. Et puis donc ce que l'on voit, si tu permets, François, sur la droite aussi, c'est l'ajout d'un filtre en fait qui permet justement de pouvoir réduire la taille de la matrice suivant les volumes d'exigences que l'on a. Voilà. Ce qu'on a fait, c'était effectivement là, en l'occurrence, de pouvoir voir la couverture que pour le métier pour le métier hardware ou métier software. Donc, possibilité, donc le même graphe de soit de filtrer ou pas. Ça voilà. On a vu donc la graphe de traçabilité donc globale entre nos sources de données plus détaillées au niveau de nos objets. Mais on va pouvoir faire d'autres choses, c'est notamment de pouvoir faire des contrôles de cohérence. On va bénéficier du fait que là qu'on a cette vue globale sur nos données qui sont dans des outils différents pour repérer un certain nombre de défauts. Donc là, j'en ai illustré 3, mais c'est évidemment pas limitatif. Donc, par exemple, les éléments qui seraient non couverts. Donc, j'ai une exigence marketing que j'ai pas déclinée dans ma spécification système. Ben, j'aimerais la faire ressortir. Quand j'ai 3 éléments, c'est peut-être facile de faire ça de manière humaine, mais quand je commence à en avoir quelques dizaines ou centaines, l'aide d'un outil peut quand même être précieuse. Une autre possibilité, c'est dans mon aspect système, j'ai dit que je couvrais une exigence marketing. Alors soit j'ai mal tapé, soit en fait l'exigence elle existait mais elle n'existe plus. Donc là, je me retrouve avec un lien et peut-être une exigence qui ne se justifie plus. Donc ça, c'est un autre type de défaut qu'on va pouvoir repérer facilement. Et puis par exemple aussi une couverture illicite. Donc le responsable logiciel, le jeu de tombe pas la pierre, il n'a pas bien expliqué la manière de fonctionner. Il a couvert directement une exigence marketing, alors que les règles dans le projet, oui, ce qu'il est censé couvrir, c'est les exigences système. Donc, voilà, trois types de défauts qu'on va pouvoir repérer donc via des graphes, des rapports, un nouveau type de rapport. Donc, je choisis mon rapport sur mes règles qui va m'afficher donc mes trous de couverture, hein, traçability gaps, mais aussi voilà mes couvertures de liens non définis. Ici, en fait, dans le deuxième, en fait, on voit bien la bidirectionnalité, puisqu'en fait, on regarde aussi les liens de couverture qui ne sont pas couvrants. Que ce soit couvert ou couvrant, en fait, on vérifie les deux ici. Alors, c'est un choix, bien sûr, de configuration.
Tout à fait, voilà. On peut effectivement voir les trous de traçabilité vers l'amont ou vers l'aval. Tout à fait. On a aussi donc des possibilités d'affichage des taux de couverture. Donc soit on aurait pu les afficher directement sur le premier graphe qu'on avait vu, mais on a aussi possibilité de voir le détail sur, par exemple, l'ensemble d'un projet. Donc, je visualise là pour chaque couverture d'un document par un document aval, les taux de couverture exprimés là en pourcentage. La même macro. Donc là, on a vu donc là, on a décidé de le faire dans la même page. À la fois, donc on a commencé par afficher les taux de couverture sous forme de graphe, et puis là, maintenant, on les affiche sous forme de tableau. Donc, c'est la même information, mais qui est affichée de manière différente. Et la même chose donc est possible dans le sens amont, donc pour visualiser à la fois donc sous forme graphique. On va faire dans un premier temps. Et puis après, on fera la même manipulation d'afficher sous forme de tableau. Donc l'information donc qui montre les taux de couverture entre documents. Et comme on peut le voir dans l'amont. En fait, ici, on peut voir aussi qu'on peut appliquer aussi des filtres dans les graphes de la même manière qu'on l'applique sur les matrices de traçabilité. Et la table, donc, nous donne bien, comme disait François, le taux de couverture et en plus le nombre d'éléments, en fait. Voilà. Le nombre d'éléments total et le nombre d'éléments tracés, en fait. Ici. Voilà, effectivement, on a une précision supplémentaire, là, les canals total upstream, total rest upstream, là, qui sont affichés dans ce cas-là et qu'on ne voit pas dans le graphe du haut. Et pour faire une dernière vidéo, donc avec encore d'autres types de graphes sur là c'est une couverture combinée où en fait sur le même graphe on peut voir en un seul coup d'œil les couvertures amont et aval. Donc on voit donc une grande variété de possibilités de requêter dans cette base de données et d'afficher les informations sous la forme qui nous semble la plus pertinente. Ce que l'on voit ici, c'est les résultats qui sont directement extraits de la base de données. Donc, notre logiciel de capture a travaillé une fois. Donc là, on peut lui demander de retravailler plusieurs fois après si on veut pour des mises à jour. Mais là, ça nous permet de travailler directement sur la base de données. Voilà, sans avoir besoin d'accéder aux outils sources. À chaque fois, c'est ça. Pas à chaque fois. On fait la capture une fois pour toutes, à chaque fois que les données évoluent, à chaque fois qu'on juge nécessaire, et puis après on peut requêter autant qu'on le veut. Donc voilà pour ces quelques illustrations, hein, donc quelques types de graphes. Hein, la liste est évidemment pas limitative et on peut très facilement l'adapter à vos besoins. Pour finir, donc une présentation de l'offre de services qu'on peut offrir autour de ça. Donc sur notre offre qui se décompose en trois axes. Un axe de conseil hein, qui est souvent le démarrage, c'est de faire un état des lieux de vos processus et de vos outils pour en définir l'intégration des solutions qui vont être pertinentes dans votre contexte, et puis donc vous former hein, sur ces environnements, notamment Atlassian. Donc, axe que je vais essayer de Thierry détailler, là, qui est un axe, je pense, fort de notre proposition. Oui, tout à fait. En fait, ici, bon, c'est clair qu'on a développé aussi au fil des années, que ce soit nous dans le cadre de l'ingénierie des exigences ou encore du monde de la modélisation et de la simulation numérique, on a développé des compétences pour faire interagir différents outils avec des solutions collaboratives comme on le voit là.
ou entre eux directement. Donc ici, là, c'est un aperçu en fait des compétences qu'on a développées, de l'expérience qu'on a développée autour de ces outils-là. Bon, il y en a d'autres. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous dans l'ingénierie des exigences. Ils sont aussi, comme je te disais tout à l'heure, dans la modélisation et la simulation. Mais par contre, on a cette compétence-là de savoir comment faire interagir les outils entre eux ou avec des solutions globales. Donc, une capacité de travailler avec les différentes API de ces différents outils et une boîte à outils nous permet de très rapidement intégrer d'éventuels nouveaux outils qui seraient les vôtres. Tout à fait. Donc voilà pour cette présentation. Là, nous avons encore un peu de temps pour prendre éventuellement quelques questions. Alors, vos retours, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Donc là, vous pouvez vous manifester dans le chatter, éventuellement soit en posant vos questions dans le chatter ou en levant la main, et Stéphane pourra vous donner la parole. Alors, on a déjà une question. Bonjour, quel intérêt ou différence par rapport à Rectify ou au système Traceability de DS? Tu veux répondre, François? Donc là, alors déjà, l'un des grands intérêts, c'est de pouvoir bénéficier, dans l'hypothèse derrière on utilise Rectify, donc ce qui n'est pas une obligation mais qui est une possibilité, le grand intérêt, c'est de pouvoir bénéficier de fonctions qu'on pourrait avoir dans Rectify via des rapports mais qui nécessiteraient beaucoup de manipulation, d'avoir de manière centralisée dans un espace collaboratif accessible en web, des informations de nature métrique, de nature contrôle de cohérence, qui sont disponibles au plus grand nombre et qui sont mis à jour automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de relancer les rapports tous les jours. Enfin, une fois qu'on les a définis, ils seront remis à jour lors que les données sont mises à jour. Donc, c'est une facilité de mise à disposition de ces informations dans un environnement qui est propice à la collaboration, donc qui va inclure aussi toutes les fonctionnalités de chat, de partage d'informations projet. Je ne sais pas si Thierry, tu voulais compléter. Ouais, tout à fait. Et puis bon, c'est sûr que c'est aussi une solution qui est facile à mettre en place. Et je rajouterais en fait que ça s'intègre complètement aussi avec ce que fait ADN autour de la gestion documentaire dans Confluence, donc qui permet d'apporter en fait un suivi des documents qui sont générés justement dans cet environnement-là et de manière très facile et très automatisée. Donc je pense que ça c'est intéressant de le voir dans cette complémentarité-là aussi. Effectivement. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions qui arrivent. Par contre, je tenais à rappeler quand même aux participants que le support de présentation est déjà disponible via le Smart Link que vous trouverez dans le chat. Et normalement, la vidéo de présentation devrait elle aussi être accessible sous quelques jours, voilà, sur notre chaîne YouTube. Voilà. On pourra la transmettre aux participants le temps que GoToWebinar nous la transmette, nous la rende disponible. Voilà. Et qu'on la publie sur notre site. Bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir clore la session. Il reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question concernant ce webinaire ou de questions plus générales sur la mise en place, l'amélioration de vos processus d'ingénierie système. Merci de votre participation. Au revoir et à bientôt.